Loin de la récession ou encore de la croissance poussive que tant d'experts nous ont annoncé depuis maintenant plusieurs trimestres, l'économie américaine se montre toujours aussi résiliente et robuste. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. C'est vrai que tout le monde, quasiment tous les experts, ont été vraiment largement trop pessimistes sur cette croissance américaine sur 2023. D'ailleurs, on a appris, c'était en fin de semaine dernière, qu'au quatrième trimestre, la croissance américaine était encore de 3,3%, ce qui nous fait, sur l'ensemble de 2023, 2,5% de croissance, une accélération par rapport à 2022 qui était 1,9%. C'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés l'an dernier aux États-Unis. Pourquoi autant d'experts se sont plantés largement, encore une fois, sur l'économie américaine jusqu'à présent? Bon, c'est une super question. Pourquoi? Sans doute parce que on a uniquement regardé, et je me mets dedans parce que j'ai eu honnêtement, David, exactement le même biais sur la croissance américaine, enfin sur la croissance économique de manière générale. Et là, en l'occurrence, on parle de la croissance américaine, et donc c'est la relation directe entre taux d'intérêt et hausse de la croissance. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit très logiquement, et d'ailleurs, on l'observe en Europe, on l'observe pas aux États-Unis, donc je pense, en parler. Mais on observe une relation très claire entre la hausse des taux et la baisse de la croissance. Ça, je dirais, c'est une donnée historique économique. Quand on augmente les taux d'intérêt, on ralentit la croissance. On ralentit la croissance parce qu'on ralentit les investissements, on ralentit les injections de monnaie dans l'économie, on ralentit vraiment tout le système en agissant sur la source initiale qui est l'émission de crédit. Et donc, forcément, on se dit, vu que les taux ils sont passés de quasiment pas grand-chose à plus de 5%, quasiment en ligne droite, forcément, ça va avoir un impact très significatif sur la croissance. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris en compte les forces de rappel et surtout, je dirais, la situation assez extraordinaire, purement structurelle dans laquelle on se trouve aux États-Unis. Et donc, effectivement, il y a des forces décroissantes très fortes avec la hausse des taux d'intérêt, mais il y a aussi des forces de croissance très importantes C'est quoi qui ont ces été forces de croissance très importantes qui l'ont emporté sur ce traitement de cheval monétaire qui n'a pas étranglé l'économie américaine? Pardon, 5 points de pourcentage de hausse de taux en quelques mois, c'est quasiment du jamais vu, hein. Alors qu'il a emporté, je ne sais pas encore, David, je pense que c'est peut-être pour le coup un peu prématuré de crier victoire avant d'avoir tué complètement la peau de l'ours qu'on veut manger. Disons qu'en tout cas, ça a largement compensé les forces négatives de la hausse des taux. C'est quoi? Eh bien, c'est la crise énergétique en Europe. Et cette crise énergétique en Europe, il y a deux facteurs, hein, la crise énergétique en Europe et puis ce qui se passe avec l'Asie, et en particulier la Chine. Et ce qui s'est passé avec l'Europe, ça entraîne des délocalisations d'industries européennes aux États-Unis. Si vous regardez les chiffres de croissance américaine dans le détail, vous avez presque 13% d'augmentation des investissements dans les usines et dans les bâtiments industriels. C'est absolument considérable. C'est la politique économique de Joe Biden, notamment son méga plan de Inflation Reduction Act, avec toutes ces subventions, ces crédits, encore une fois, pour localiser de l'industrie, notamment verte, sur le sol américain. Oui, alors je dirais que, à mon sens, non. Ce qui joue vraiment beaucoup, c'est deux facteurs. Le premier, c'est sur toutes les industries qui ont besoin de beaucoup d'énergie, hein, on appelle ça les énergo-intensifs. Toutes les industries européennes qui ont beaucoup besoin d'énergie et qui sont d'assez faible valeur ajoutée ont besoin d'énergie pas chère, abondante et pas chère. Ils se délocalisent aux États-Unis. C'est notamment le cas de pans entiers de l'industrie allemande qui vont produire en zone américaine. Et vous avez un deuxième immense facteur qui explique ces forces de rappel, de croissance économique, c'est la démondialisation, ou plutôt la déchinoisation de l'économie mondiale et de l'économie américaine en particulier. Et donc vous prenez USMC, là, qui est l'un des plus gros fabricants de puces électroniques taïwanais, qui s'installe et qui construit des méga usines aux États-Unis, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une politique qui vise à se passer de la Chine. Et donc là, vous assistez à un double phénomène, des relocalisations sur ce qui est stratégique, qui a très forte valeur ajoutée ou qui a besoin de beaucoup d'énergie
aux États-Unis. Et puis, vous assistez à des délocalisations de la Chine vers l'Inde, qui reste profondément alliée aux États-Unis, dans une reconfiguration productive de la géopolitique mondiale. Pardon, je reprends, c'est TSMC, c'est pas USMC, c'est TSMC, le fabricant de Merci TSMC, exact. Mais c'est C'est pas. Taïwan, c'est pas US. Mais ça devient USMC quand ça va sur le sol américain. Et cette politique budgétaire américaine, il faut en parler, qui est largement expansionniste. On a plus de 6 ou 7% de déficit public sur le sol américain. C'est ce qui explique aussi la vigueur de la demande intérieure américaine aussi. Oui, alors quand on regarde les chiffres de la croissance et comment elle se décompose, on a 60% de la croissance américaine sur 2023 qui est liée quand même à la consommation des ménages américains. Donc la consommation des ménages américains, elle reste robuste. Pourquoi elle a tenu, pardon, mais pourquoi elle a tenu? Encore une fois, moi ça me surprend parce que ils ont une inflation aussi à deux chiffres qui s'est largement réduite. C'est vrai, on est à 2,6% en glissement annuel quand on regarde l'indice PCE qui est très regardé par la Fed en termes d'inflation. Mais vu l'inflation qu'ils ont eue avec une désinflation, c'est vrai, en 2023, comment ils ont fait pour poursuivre leur consommation, les Américains? C'est le mindset américain. Qu'est-ce que vous voulez, David? C'est un truc de dingue aux États-Unis. Aux États-Unis, on consomme, on achète, on a le moral, on est toujours optimiste. Donc, si vous voulez, c'est par rapport à c'est vraiment une question de différence d'état d'esprit. Je crois que cette sociologie, elle nous est on est un peu imperméable, nous, ici en France, à ce genre de différence. Pourtant, cette sociologie et cet état d'esprit américain jouent considérablement sur la croissance et sur la vigueur de l'économie américaine. Aux États-Unis, on consomme, on dépense, on se fait plaisir, on épargne finalement relativement peu, on a confiance généralement en l'avenir bien plus qu'en France. Et donc, c'est le jour et la nuit entre les États-Unis et l'Europe. Enfin, faut pas oublier non plus aussi vraiment l'énergie aux États-Unis, le choc de l'énergie, le choc de la guerre en Ukraine, même psychologique, n'a pas du tout été le même et vécu de la même manière aux États-Unis qu'en Europe. Est-ce que c'est pas, enfin, ça ressemble pas pour l'instant en tout cas à un scénario parfait, une croissance qui est solide, une inflation qui reflue? Est-ce que la Fed et le Trésor américain sont pas en train de réussir ce qui paraissait impossible il y a encore un an, à savoir l'atterrissage en douceur de l'économie américaine? Alors, oui, oui, j'aurais envie d'apporter un bémol en tant qu'Européen, en tant que Français, c'est que c'est fait quand même beaucoup à notre détriment. Joe Biden a annoncé ce week-end la suspension des nouveaux projets d'infrastructures de GNL, d'exportation de GNL aux États-Unis. Aujourd'hui, le principal client, c'est l'Europe. Ça veut dire que Joe Biden est en train de couper le robinet du GNL, donc du gaz américain, qui est évidemment venu remplacer le gaz russe. Le signal envoyé aux industries européennes qui ont besoin de beaucoup d'énergie, il est très très clair. Si vous voulez de l'énergie, que vous ne pouvez pas avoir de l'énergie russe à pas cher, que vous allez avoir que des éoliennes, des moulins à vent et des miroirs magiques en Europe, eh bien, il va falloir venir vous installer aux États-Unis. Donc, oui, ça ressemble à un scénario parfait pour les États-Unis, mais en miroir, là, par contre, c'est loin d'être magique. L'Europe, l'Union européenne et les grands pays de la zone euro, je pense à l'Allemagne et la France, sont quand même très clairement aujourd'hui le dindon de la farce de la croissance américaine. Dit autrement, combien de temps, c'est la question que j'aurais dû vous poser d'ailleurs dès le début, combien de temps est-ce que l'Amérique va continuer à déjouer tous les pronostics économiques et ça pose la question des menaces pour 2024, et il y en a quand même évidemment au-dessus de l'oncle Sam. Alors, il y a des menaces. La menace, elle est notamment actuellement extrêmement politique. Vous avez aux États-Unis, même si on en parle assez peu dans les médias français, il se passe quelque chose. Il y a une crise politique absolument majeure qui est en train de se jouer autour du Texas, autour de la frontière avec le Mexique, autour de la crise migratoire, avec une histoire de garde nationale qui n'obéit plus. Donc, la garde nationale, c'est l'armée texane qui, en gros, n'obéit plus au président, le commandant en chef des États-Unis.
qui veut fédéraliser la garde nationale, c'est-à-dire passer un décret obligeant la garde nationale à lui obéir, etc. Donc le gouverneur qui ne répond plus au président. Enfin, on est dans une crise politique absolument majeure sur fond d'élections avec Donald Trump de le retour. 25 États américains, tous républicains, qui sont en train de faire sécession et qui soutiennent le gouverneur Abbott du Texas en envoyant leur propre garde nationale en renfort de la garde nationale texane. Donc on est dans quelque chose qui relève quasiment de la fiction hollywoodienne aujourd'hui. Cette histoire de fédéralisation d'une garde nationale, la dernière fois que ça avait été fait, c'était dans la lutte pour les droits civiques, quand il y avait eu un problème dans une université qui refusait... Mais en dehors de ça, et c'est pas rien évidemment, j'entends bien, mais encore une fois, sur les prochains trimestres, on voit tous les indicateurs restent au vert quand même sur le... Oui, David, non, mais je pense, David, qu'on peut rester finalement raisonnablement optimiste sur la croissance américaine si on prend en compte les éléments de réflexion qu'on a partagés ensemble avec cette histoire de coût d'énergie, de relocalisation, d'installation d'usines, d'investissement industriel. Donc on peut rester relativement optimiste, on peut rester relativement pessimiste pour l'Europe qui est le dindon de la farce. Et si on veut parler des risques qui pourraient faire dérailler ce scénario quasiment idyllique que vous évoquiez pour l'atterrissage en douceur de l'économie américaine malgré cette hausse des taux absolument exceptionnelle, eh bien, c'est le risque politique. Et aujourd'hui, aux États-Unis, le risque majeur n'est pas un risque économique, c'est un risque politique entre ce qui se passe sur fond d'élections présidentielles qui arrivent et sur fond vraiment d'affrontements politiques d'une violence absolument inouïe et qu'on n'a quasiment jamais vu aux États-Unis depuis la guerre de sécession, ce qui nous remonte quand même à quelques siècles, enfin à 2 siècles. Allez, c'est clair. Merci en tout cas. Explication et point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolenciae. Merci Charles, bonne semaine. Merci David, merci à tous.